Bonjour, je viens partager cette vidéo pour donner dans le cadre des réflexions autour d'un virus, pour partager ce que nous avons vu, ce qui passe en boucle dans toutes les télévisions internationales. Il suffit d'avoir la parabole pour avoir accès en toutes les langues, en direct au phénomène américain autour de la mort de George Floyd. Je suis noir, je ne suis pas nord-américain, je ne suis pas européen, je suis noir, j'habite en Afrique d'ailleurs, au Cameroun, et je me sens pourtant des traits communs avec ce qui est en train de se passer. Et je voudrais faire cette réflexion dans le cadre justement de ceux qui avaient commencé, réflexion autour d'un virus, parce que je crois qu'il y a quelque chose dans l'éclat qu'il y a eu autour de cette question qui est dans l'après-Covid-19. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des éléments de la police tuer des Noirs. D'ailleurs, il faudrait préciser qu'ils ne tuent pas que des Noirs. La police américaine a un problème structurel lié à sa violence. Mais ce n'est pas que la police américaine. Je pense qu'il y a un problème avec la Constitution américaine et le fait que les armes, c'est une des sociétés les plus armées au monde. On dit qu'il y a à peu près 312 millions d'armes aux États-Unis alors qu'il y a 300 millions d'Américains. Ça veut dire que dans les 300 millions, enfants et vieillards compris. Ça veut donc dire qu'il y a trop d'armes. Et s'il y a autant d'armes, la symbolique de la violence est vraiment intrinsèque à cette identité américaine. C'est pas la première fois donc qu'un policier tue un noir, c'est pas la première fois qu'un policier tue quelqu'un. Il n'y a pas que les noirs qui meurent dans cet acte de violence. Je voudrais m'attarder à la question raciste en sortant le plus qu'on peut des lieux communs. C'est-à-dire que le racisme, ce n'est pas l'exclusivité des Noirs contre les Blancs. Il y a un très fort racisme des Blancs contre les Noirs. Il y a un très fort racisme des Noirs contre les Noirs. Un très fort racisme des Blancs contre les Asiatiques contre les Blancs. Ça va dans tous les sens parce qu'en fait, c'est une exaspération de la question de la race dans l'identification à l'humanité. Donc, ceux qui sont de la race qu'on retient supérieure, à cela appartient l'humanité et aux autres, on la dénie. Je me souviendrai toujours de cette femme, elle était très sincère d'ailleurs. On a discuté pendant 2 jours, il y avait des enseignements, et je donnais des enseignements et prenais des notes. Et cette femme, très gentiment, vient me dire à la fin, vraiment, vous, mon père, vous mériteriez d'être blanc. Ça m'a frappé parce que cette femme, j'aurais dit, elle était sincère. D'ailleurs, ça m'a fait penser au président Obama qui parlait de sa grand-mère. Sa grand-mère était blanche et sa grand-mère blanche a pris soin de lui à la mort de sa mère. Donc, le président Obama a été élevé par sa grand-mère qui a fait d'énormes sacrifices pour elle. D'ailleurs, le sort a été cruel parce qu'elle est morte quelques semaines, quelques jours avant l'élection présidentielle. Ça aurait été bien pour elle, comme ça, il y a des moments de l'histoire où un petit clin d'œil ne fait pas de mal. Ça aurait été bien pour elle de voir son petit-fils président des États-Unis d'Amérique, son petit-fils noir, président des États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, le président Obama a suspendu sa campagne à ce moment-là, et c'est sa femme qui faisait campagne pour lui. C'était la première élection. Le président Obama raconte de cette grand-mère dont il est très très fier, que cette grand-mère rentrait de la ville, elle travaillait très dur pour que son petit-fils ne manque de rien. Et
Elle lui disait, tu sais, au métro, il y avait un grand noir et j'ai eu peur. Ce qui est d'ailleurs le type même de la peur américaine. C'est-à-dire que les dernières vidéos qui tournent en boucle, vous voyez un grand garçon qui fait du jogging. Et puis, parce qu'il est grand, il est en danger. Parce qu'il est en danger, il faut le mettre hors d'état de nuire. Au propre comme au figuré d'ailleurs. Le président Obama raconte cette anecdote en parlant de la force du racisme. C'est-à-dire que cette femme-là aimait son petit-fils plus que tout. Et pourtant, elle était raciste. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le président Obama. Et c'est là qu'on se rend compte de la profondeur dans un certain nombre de choses. C'est-à-dire que le racisme est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on ne croit. Je parlerai donc pas du racisme blanc contre noir ou blanc contre noir, ou blanc contre blanc, noir contre noir, mais vraiment du drame du racisme. Avec ceci de particulier que, habitant en Afrique, on a très peu l'occasion d'avoir du racisme d'une race différente. On a régulièrement du racisme noir contre noir, mais on n'a pas souvent le racisme noir contre blanc. Par contre, dès qu'on habite en Europe, c'est l'évidence même. J'ai passé beaucoup d'années en Europe, c'est l'évidence même, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que... Et on trouve toujours l'ajustement pour cela. Par exemple, quand vous allez au vicariat de Rome parce que vous êtes prêtre étudiant, les prêtres qui viennent des pays d'Afrique vont, non pas où on reçoit les prêtres, ça ne coûterait rien de créer un sous-bureau dans le bureau, mais de les accueillir où on accueille les prêtres. Ils vont être accueillis dans un box qu'on appelle le box, le bureau des prêtres en provenance des pays d'émission. C'est-à-dire que c'est comme ça, il n'y a même pas besoin de faire des commentaires. Donc, le racisme est beaucoup plus structurel qu'on ne le croit. Et ce racisme-là correspond en fait à une perception exagérée de soi. Donc, je suis dans un rôle pas privilégié. Je fais partie des privilégiés d'un système ici. Mais je peux en parler avec beaucoup plus de simplicité parce que très vite, on entend des choses que j'appelle racisme, mais de l'ordre de l'ignorance. Par exemple, quand quelqu'un te dit « Est-ce que tu peux me parler l'africain ?» C'est de l'ignorance. Mais cette ignorance-là est structurellement raciste. C'est-à-dire que les 52 pays africains ne seraient qu'une seule chose. Je me souviens encore. Mais ces gens-là sont à chaque fois... C'est très sincère et c'est pour cela que j'en parle. J'arrive quelque part et voilà, un prêtre, un ami du Cameroun, voilà, il est là et on passe vraiment du beau temps ensemble. Et une femme qui arrive, mon père, il y a 3 ans, dans le Pas-de-Calais, il y avait un prêtre africain, Père Célestin, est-ce que vous le connaissez? Si vous voulez... l'idée que parce qu'on a la peau noire, on connaisse tous les prêtres noirs. Ce Père Célestin, qui porterait d'ailleurs un autre nom, un autre prénom, est certainement quelqu'un d'illustre. Mais ce n'est pas Martin Luther King, ce n'est pas Barack Obama, ce n'est pas Michael Jordan, ce n'est pas Lewis Hamilton, ce n'est pas une star, ce n'est pas le pape François. C'est un prêtre parmi les milliers de prêtres africains. Mais c'est structurel et c'est comme ça. Alors, je répète, ce n'est pas du racisme, c'est de l'ignorance. Mais cette ignorance-là va s'articuler autour d'un contexte beaucoup plus global qui, lui, est raciste. Et ces femmes-là, c'est des très braves femmes. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, malgré le fait d'être dans une position plutôt privilégiée, je pense qu'il faut réfléchir à cette question et je vais vous dire pourquoi. Donc, de quoi il s'agit?
Il ne s'agit pas seulement de parler d'une violence policière. Ça ne touche pas que les Noirs, c'est très important. Et je suis stupéfait de la réaction violente. Alors, cette réaction, comme toutes les réactions, on a vu ça en France avec les Gilets jaunes, dès qu'il y a une manifestation, vous avez toujours les casseurs qui ne demandent que ça. Mais ils sont là à toutes les réunions. J'ai été étudiant à Rome. Et chaque fois que la Lazio de Rome ou la Roma joue au stade olympique, il y a ces casseurs qui se mêlent au public et foutent Rome à feu à sang pendant une partie de la nuit. C'est intrinsèque à toute manifestation. Et quand on est de mauvaise foi, et malheureusement il y en a beaucoup qui se mettent de mauvaise foi, ils vont vous dire, vous voyez, ça c'est de l'ultra-gauche. D'abord, je ne suis pas de l'ultra-gauche, très marxiste, très peu pour moi. Et pourtant, je suis moins étonné de cette réaction qui a pris une cinquantaine d'États. Et de voir des gens qui, pour la première fois, manifestent. Et ces gens qui manifestent ne sont pas que des Noirs. Et pour moi, c'est peut-être ça une des choses les plus importantes. C'est que c'est dans la diversité de nos perceptions réciproques qu'on va éradiquer le problème du racisme. Il y a des gens intelligents parmi les Noirs, il y a des cons parmi les Noirs. Il y a des gens intelligents parmi les Blancs, et il y a des cons parmi les Blancs. Quand est-ce qu'on va éradiquer le racisme? Quand on va être capable de distinguer la connerie du racisme. Et la connerie n'a pas de race, justement. Et les cons ne sont pas d'une race. Par contre, quand on veut installer son discours dans le racisme, on dit, j'ai entendu ça récemment, vous savez, les Noirs, ils frappent beaucoup les femmes. Et puis tu regardes féminicide en France, c'est pas d'affaire des Noirs. C'est-à-dire que c'est toujours ça qu'il faut défaire comme nœud. Cet empêchement de réfléchir sereinement. Alors, est-ce qu'il y a des violents parmi les Noirs? C'est l'évidence même. Mais est-ce qu'il n'y en a que parmi les Noirs? Mais c'est de la bêtise de le penser. Mais quand on est victime et quand on a une approche raciste, et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans cette réflexion, on identifie cette connerie à une race, alors qu'elle n'a rien, mais alors strictement rien à voir avec une race. Les cons, s'il n'y avait que ça dans une race, on serait heureux. L'humanité serait bien heureuse. Donc, vraiment, il faut distinguer la violence et une bonne fois pour toutes. Il n'y a aucune cause qui légitimerait la violence. Donc, je pense que sur ça, on ne doit même pas en discuter. Moi, ce que je retiens, c'est de voir des gens, de toutes les races d'ailleurs, noirs, blancs, latinos, qui se mettent ensemble et qui disent « je ne suis jamais sorti manifester et je sors manifester pour la première fois ». Ça veut dire qu'il y a un tournant. Et c'est pour cela que je pense que cette réflexion a toute sa place dans les réflexions autour d'un virus, dans la pensée de l'après. Cet après dépend vraiment de notre capacité à nous projeter dans ce quelque chose. Dans ce monde d'après, visiblement, ce policier, et je suis très frappé de ça, il voit qu'on le filme. Il voit qu'on le filme. C'est ça qui est très intéressant. Même au Cameroun, tout est filmé aujourd'hui. Même au Cameroun. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur le Sceau avec un administrateur civil parce que les politiques ont fait la politique autour du virus. Au lieu de prendre vraiment des décisions qui étaient des décisions sanitaires et intelligentes, ils ont pris des décisions politiques et derrière des décisions politiques, on ne va pas faire de l'anti-politique primaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui sont partis, qu'il va falloir justifier avec les sceaux. Alors, du coup, ce qui était important, ce n'était pas le sceau, c'était le slogan qu'il y avait sur le sceau. Et les sceaux censés être pour se laver les mains, ces sceaux-là doivent avoir un robinet. Voilà. Or, on distribue des sceaux de chantier pour transporter du béton. Il y a un chef qui dit, voilà, moi je ne suis pas intéressé par ça.
Mais il le dit avec une telle finesse. Il remercie le chef de l'État de sa sollicitude, mais je ne suis pas intéressé. Alors, c'est très intéressant de voir comment la réaction de l'administrateur civil va faire le tour du monde et c'est devenu viral comme vidéo. Il est important de voir qu'aujourd'hui, les questions de n'importe quel endroit au monde, il y a toujours un smartphone qui traîne par là. Et dès qu'il y a un smartphone qui traîne par là, on reprend les images. Ce policier voit qu'il est filmé. Ça dure 8 minutes et il voit. Et les femmes, il y a une voix de femme derrière lui qui lui dit que cet homme est en train de mourir. Le policier fixe la caméra. C'est effrayant. Ce qui montre bien que c'est un problème racial. C'est-à-dire que celui qui l'a sous son genou n'est pas un humain. Donc, on peut... Ça me rappelait le roi Juan Carlos qui est venu faire de la chasse au rhinocéros, je ne sais plus quel animal, en Afrique, et qui filme fièrement devant, il se met devant sa chasse, quoi. Cet homme, ce policier, c'est plus que ça, son individualité. Ce policier fait ça parce que l'homme qu'il a en dessous n'est pas assez homme. Il est filmé, donc, et il fixe la caméra. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a volé quelque part. Il filme, il est filmé, il le sait. Il est filmé et il le sait, il regarde. D'ailleurs, c'est étonnant que ce soit la foule qui ait dû demander que le policier soit mis en examen et incarcéré. C'est la foule qui est en train de demander que ceux qui sont autour de lui, au minimum, comme l'assistance à personne en danger, soient eux aussi incarcérés. La justice américaine, il faut passer, faudra repasser, quoi. Faudra repasser. Donc, il y a un problème qui ne touche pas que les Noirs, il faudrait le répéter. C'est d'ailleurs embêtant de devoir le répéter, ce qui montre que la question est compliquée. Ceux qui ne veulent pas qu'on affronte la question disent oui, mais il n'y a pas que les Noirs. Oui, c'est vrai. Mais le pourcentage des Noirs est très élevé. Et je suis prêt à entendre que le nombre de bandits parmi la communauté noire soit aussi très élevé. Mais puisqu'on parle de ça, posons la question dans son ensemble. On a vu le nombre effrayant de Noirs qui ont perdu la vie avec la pandémie Covid-19 aux États-Unis, ce qui pose des problèmes sanitaires, des problèmes socio-économiques, des problèmes d'accès à beaucoup de choses, des problèmes d'héritage qui sont des héritages biologiques compliqués. Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. Mais de voir qu'aux États-Unis, première puissance mondiale, il y a une telle variation entre les classes sociales et les races, c'est effrayant, c'est effrayant. Je parlais il y a encore quelques mois du dépassement nécessaire des cultures africaines pour en arriver à une question de civilisation noire. Les Noirs ne peuvent pas ne pas regarder cette question dans l'angle du pasteur Luther King. C'est même impossible. C'est-à-dire que le pasteur Luther King, il y a 60 ans, perdait la vie en prétendant des droits égaux entre blancs et noirs. C'est étonnant de voir que 60 ans plus tard, je ne dis pas qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais si peu de choses qui ont changé, si peu de choses. Et c'est vraiment ça qui est effrayant quand on se retrouve devant des situations comme ça. Et il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Pourquoi cet événement prend une ampleur si mondiale? Je suis le premier surpris, mais en positif. C'est-à-dire que ça me rassure quelque part. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent devenir universelles. On l'a vu avec MeToo. C'est des femmes américaines, de la haute société d'ailleurs, qui se sont rebellées des dessous du monde du spectacle américain. Et MeToo est arrivé même en Afrique. Le FESPACO, le festival du cinéma en Afrique de l'Ouest,
le festival africain, le festival africain du cinéma a été impacté par la question MeToo et les langues se délient, même en Afrique. Donc, pourquoi ne pas penser qu'il y a quelque chose qui va devenir un phénomène mondial qu'il nous faut regarder de très près. Qu'il nous faut regarder de très près. Et là, je dépasse le noir que je suis. C'est-à-dire que je suis intelligent. Je ne suis pas l'intelligence. Je pense être un minimum intelligent. C'est qu'il nous faut réfléchir à 2-3 choses. Si j'étais en Europe, je regarderais la question interraciale. Au Cameroun et du Cameroun, je ne peux pas regarder la question interraciale sans m'interroger sur le rapport que j'ai comme Camerounais avec les autres Camerounais dans l'identité qu'est le Camerounais. On entend encore au Cameroun manger comme les Blancs. Et se manger comme les Blancs, je voudrais vous rassurer tout de suite, c'est prendre 2 carottes et les râper pour les manger en entrée, hein, avec une tomate. C'est pas du caviar ou des huîtres, vous savez. Manger comme les Blancs, c'est avoir une tomate que tu coupes et tu mets une vinaigrette dessus, ou même simplement du citron avec un peu d'huile d'olive. Ça, c'est manger comme des Blancs. Même pas de l'huile d'olive, c'est du citron simplement, mais avec de l'huile d'arachide. C'est manger comme les Blancs. Quand quelqu'un mange de la laitue, on dit qu'il mange comme des Blancs, n'est-ce pas? Mais ce phénomène, on a vu les fameuses femmes brunes. Alors, il faudrait à chaque fois remettre les choses dans le contexte. Femme brune au Cameroun, c'est la femme à la peau claire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas noire et donc, du point de vue de la symbolique, elle est beaucoup plus intéressante que la femme simplement à la peau noire. On a vu le drame que ça a été dans les années 80-90, dans la destruction de la peau des tas de personnes, des tas de femmes qui ont mis de l'eau de Javel dans de l'huile de beauté, et ça a fait des catastrophes mais phénoménales. Et tout ça répondait au problème que le changement de couleur de peau de Michael Jackson avait posé. C'est-à-dire que Michael Jackson était une symbolique mondiale très intéressante. C'est que c'était le noir qui, pour trouver sa place dans la société et devenir une star, avait choisi de devenir un blanc. D'ailleurs, même en modifiant le nez, voilà. Quand vous regardez depuis l'époque de Jackson 5 jusqu'à l'époque de Bad, vous regardez, vous voyez comment vraiment ça se fait à coup de bistouri et de beaucoup de choses. D'ailleurs, ça a créé une réaction aux États-Unis qui fait que l'identité noire, Oprah Winfrey ne serait pas là s'il n'y avait pas eu cette réaction contre cette approche-là. Elle n'est pas toute seule, Michael Jordan et toutes les grandes stars noires américaines. Quand vous regardez par exemple dans le cinéma, Forest Whitaker et tous les noirs du cinéma américain sont devenus tels parce que noirs. C'est-à-dire qu'avant, c'était des noirs, des blancs à qui on mettait du cirage pour jouer des rôles de noirs. Et ces noirs-là étaient dans des canons acceptables. Alors que, avec la nouvelle vague, par réaction justement au monde que Michael Jackson avait essayé d'établir, il y avait des noirs qui devenaient noirs. Et c'est le fait d'être noir, c'est vraiment toutes ces réflexions que je mets dans ce que j'appelle la civilisation noire. Denzel Washington, par exemple, si vous lui enlevez le fait d'être noir, il ne reste pas grand-chose, vous savez. Forest Whitaker, que j'ai déjà cité. D'ailleurs, les métis vont pencher du côté des noirs. L'identité métisse est toujours très compliquée. Trop blanc pour les noirs, trop noir pour les blancs, et les noirs penchent systématiquement, comme Barack Obama. Il ne faut jamais oublier que Barack Obama, sa maman est blanche. Lewis Hamilton, sa maman est blanche. Mais ces métis ont penché du côté de l'identité noire. Et cette identité noire, il y a quelques années, autour de Serena Williams,
il y a eu toute une discussion pour savoir si elle n'était pas trop potelée pour être une sportive. Et elle en a joué, elle en a d'ailleurs surjoué en montrant davantage ses formes. Ça, c'est le monde des stars. C'est des gens qui ont de l'ego surdimensionné. J'avais entendu une fois une femme dire, vous savez, les Noirs ont trop de densité pour pouvoir nager. Évidemment, cette personne n'était jamais venue dans des pays comme les nôtres pour voir le nombre d'enfants. Dès qu'il y a un fleuve qui se jette dans l'eau naturellement, et la France a eu Metella et les autres. C'est-à-dire que, et on a commencé à voir les Noirs américains qui nageaient. Parce que, et c'est toujours la question, et c'est pour cela que je voudrais qu'on réfléchisse. C'est que la considération raciale dans la dimension d'exclusion va tout de suite, de manière extrêmement fine, poser ce genre de jugements qui sont en fait infects si on réfléchit bien. Infects si on réfléchit bien. Et voilà, je voudrais que cette réflexion, on pose 2-3 choses qui sont vraiment de l'ordre et de la symbolique, et avec la symbolique, inévitablement, la question de la perception et de soi et de l'autre. Ça, c'est de la phénoménologie. La perception et de soi et de l'autre en humanité, ça veut dire quelque chose qui transcende ma singularité. Ça, c'est de la phénoménologie. Donc, quel est le rapport que j'ai avec moi-même? J'entends souvent des gens dire, quand il y a des choses à faire, quand il y a un meuble qui n'est pas fini, un meuble dont les détails laissent à désirer, quand on demande que les choses soient bien faites, on nous dit, oh, les Noirs. Alors, on le dit dans toutes les langues locales, les Vindimotes, et toutes ces choses, l'homme noir. C'est-à-dire que l'homme noir aurait des spécificités qui l'exonèrent de ce qu'on prétend de tout le reste de l'humanité. L'homme noir aurait le droit de boire de l'eau sale, aurait le droit de ne pas nettoyer où il vit, aurait le droit de ne pas donner des finitions agréables à ce qu'il fait, il aurait le droit de garder tout sale, parce que c'est Dieu lui-même qui est censé garder les Noirs. Voilà, ça c'est du racisme noir envers les Noirs. Moi, ce n'est pas pris comme du racisme, mais c'est du racisme. C'est-à-dire qu'on affirme de l'infrahumanité concernant les Noirs et on le dit avec une simplicité dégradante. C'est-à-dire qu'on prétend que le Noir, toute l'humanité a droit à l'eau propre, sauf le Noir. L'humanité a droit à des choses précises. L'humanité a droit de bien se nourrir, sauf le Noir. L'humanité a droit de dormir dans un lit décent, sauf le Noir. Ça, c'est du racisme. Mais ce racisme-là n'a pas l'air grave, puisqu'il est proféré avec un grand sourire par les Noirs, concernant les Noirs. Et dès que quelqu'un sort de ce canon-là, il est appelé le blanc. Je le dis parce que j'ai entendu ça de moi. Et ça ne m'honore pas. Ça ne me fait pas plaisir particulièrement. Mais au contraire, ça me pose un certain nombre de questions. On te dit par exemple que, comme prêtre, je suis curé. J'ai des prêtres sous ma juridiction. Quand nous avons des messes qui ont été célébrées pendant le mois, ce n'est un secret pour personne. Je prends en général la partie la moins importante. C'est-à-dire que s'il faut privilégier, c'est les autres qu'il faut privilégier. Et quand tu fais ça, on dit le blanc. Alors, cette affirmation, c'est pas une affirmation. Le responsable, c'est comme un chef. Le chef, le commandant descend du bateau le dernier. Le commandant ne descend pas du bateau le premier. Le chef n'est pas celui qui part du bureau le premier. Au Cameroun, c'est comme ça. Le chef est souvent celui qui ferme le bureau, celui qui ferme la boîte, celui qui ferme l'usine. Il est vraiment important pour nous de nous installer dans cette dimension-là. C'est-à-dire que
Arrêtons d'appeler blanc ce qui est bien. Surtout, je vous donne des exemples parce que c'est une réflexion qui me traîne dans la tête depuis quelques semaines, quelques mois d'ailleurs, la tomate. Vous savez que la cuisine au Cameroun est assez standardisée. Dès qu'il y a fête ou dès qu'il y a rassemblement humain, joyeux ou triste d'ailleurs, vous savez, on va avoir des légumes sautés, on va avoir du poisson frit, inévitable, on va avoir du poulet frit, s'il y en a, on va avoir des ignames ou du riz, c'est à voir, on va avoir des pastèques, ça c'est quelque chose de magique. Les pastèques, ça c'est le dessert magique, et ça c'est le repas, alors j'exagère, mais c'est le repas standard de toutes les festivités, joyeuses ou tristes. Par contre, quand vous allez dans une maison, quand il y a le repas de Noël, le repas de Pâques, le repas de mariage, vous allez avoir le poulet. Alors, le poulet rarement grillé, rarement braisé, rarement au four. Il est très souvent, alors, quand je dis braisé, grillé, il suffit d'avoir un feu, donc tout le monde peut le faire. C'est souvent préparé, j'exagère, hein, mais à peine. On prend ce qu'on appelle les condiments, ça veut dire du céleri, voilà, toutes ces choses, de l'oignon, des tomates. La sauce tomate est viscérale dans le menu camerounais. On écrase tout ça, on met de l'huile au feu et il faut qu'on mélange de l'huile et puis quand l'huile chauffe, on verse ça, on ajoute soit le poisson, soit la viande, soit ce qu'on a, on verse de l'eau, on fait bouillir et quand c'est prêt, voilà, ça c'est le repas standard. Il y a des tomates dedans. Mais si je prends ces tomates pour les manger en amont, qu'est-ce qu'il y a? Quelle différence il y a entre la tomate que je mange avant le repas et la tomate que je mange dans les ingrédients du repas, avec le riz avec cette sauce et le poulet ou avec la viande, le poisson par exemple. Voilà. Quelle différence? Dans un cas, tu manges comme un blanc, dans l'autre, ça c'est la cuisine bien de chez nous. Il est important pour nous de sortir de ce modèle-là. Il est le signe que nous avons intégré l'infériorité. Et c'est ça qui me préoccupe. C'est-à-dire que la colonisation, la traite négrière, c'est des choses épouvantables. Et quand on est universitaire, les travaux qu'on fait ont en général ce canevas. Les causes coloniales, les causes de la traite négrière, les causes coloniales, les causes post-coloniales. Si vraiment l'étudiant a été original, il peut ajouter les causes endogènes. Voilà. Mais les causes endogènes, on s'exonère très vite, on s'absout très vite de cela, puisque c'est toujours la faute d'un ennemi commun qui est à l'extérieur de nous. Je rappelle, comme ça, que les deux pays qui ont la 5G aujourd'hui sont deux pays qui ont été colonisés par le Japon. Et la Corée a été colonisée par la Chine. Donc la Corée a eu deux colonisations, le Japon et la Chine. Et pourtant, ils ont la 5G aujourd'hui. J'espère que personne n'a le luxe de réfléchir en disant les causes coloniales de la 5G. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est vraiment important pour nous, je pense qu'il est temps de cela, de s'exonérer de ces causes coloniales. Il y en a marre de trouver toujours le coupable dans... Dès que tu dis ça, ça y est, tu es toi-même un élément du système. C'est-à-dire, c'est un refrain qu'on se donne pour éviter la réflexion. Comme quand tu dis qu'il faut boire de l'eau propre, et la réaction en général est, tu dis ça parce que toi, tu as des moyens. Mais l'eau propre n'est pas une affaire de moyens. Au Cameroun, les ministres et tout l'argent qui circule, s'il suffisait d'avoir de l'argent pour avoir de l'eau propre, mais il y aurait de l'eau propre partout au Cameroun. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de tête. D'ailleurs, l'argent ne fait pas la culture réussit à faire l'argent. C'est-à-dire que quand on a des bonnes idées,
on réussit toujours à trouver le bon créneau pour améliorer, entre autres, les situations, même celles financières. Or, il y a une manière très locale de refuser la réflexion. Quand on refuse la réflexion, c'est toi tu dis ça parce que tu n'as pas faim. Toi tu dis ça parce que tu n'es pas dans le besoin. Toi tu dis ça parce que tu as des moyens financiers. C'est toujours en fait une manière de botter en touche. Et si les problèmes étaient ailleurs, c'est-à-dire que si le problème était dans la perception que nous avons intégrée de nous-mêmes, c'est-à-dire que les autres ont le droit d'avoir des vêtements propres, les autres ont le droit d'avoir de la lumière, les autres ont le droit d'avoir de l'eau, les autres ont le droit d'avoir des bonnes routes, et l'homme noir, lui, ça lui ferait presque un tort. Il nous faut nous dégager à cela. Vraiment, c'est un acte de violence envers soi-même. Il faut se dégager de cela. Et c'est pour cela que c'est toujours intéressant qu'on ait besoin de l'autre. Quand on parle, par exemple, de féminicide, il est intéressant d'intégrer, il est même viscéral d'intégrer les hommes. C'est les hommes qui vont permettre aux femmes de se dégager du complexe d'infériorité. Quand on parle, par exemple, de la question de l'Église, du rapport à la femme, faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas les prêtres eux-mêmes, ce n'est pas les ecclésiastiques qui vont trouver la solution et l'équilibre. Je pense que ça, c'est vraiment la mission de l'Église, des laïcs. C'est les femmes qui nous aident à trouver l'équilibre envers nous-mêmes. Comme quand on parle de la question des Noirs, je pense qu'il est important que les Noirs entre eux, mais aussi le blanc par rapport aux Noirs, mais le noir par rapport au blanc. Par exemple, quand un Français vient au Cameroun, c'est instinctif de lui dire « ramène-moi un iPhone, ramène-moi je sais pas, une paire de chaussures, ramène-moi un ordinateur ». C'est quand même bien de rappeler aux gens, mais ce n'est pas à moi de le faire, c'est aux Français, c'est aux Blancs à le dire qu'un ordinateur coûte souvent, un bon ordinateur, au-dessus de 300, 400, 500 euros, c'est la moitié du salaire de beaucoup de personnes, salaire mensuel. Or, l'idée que dès qu'on est blanc, on est riche, qui va l'enlever? C'est pas moi. Si j'essaie de dire, moi, à quelqu'un d'ici, que celui qui vient de l'Occident, c'est pas parce qu'il vient de l'Occident qu'il est riche, ça devient, tu empêches tes frères de profiter de ceux qui sont riches. C'est pas à moi de le dire, c'est aux Occidentaux qui viennent avoir le courage. Alors, s'ils ont des moyens financiers, ils ont quelque chose à donner, mais qu'ils le donnent. Mais celui qui n'en a pas, avoir le courage de dire, tu sais, j'ai des moyens limités pour vivre, et ces moyens limités me permettent de faire certaines choses et ne me permettent pas de faire d'autres. Donc, ton ordinateur, ton iPhone, je ne peux pas me l'acheter. À moi-même, je ne peux donc peut-être pas te l'acheter. Et quand j'en achète un reconditionné, j'en achète un qui est déjà dépassé. Voilà, donc, de dire les choses comme elles sont. Si moi je le dis, c'est un noir qui empêche les autres noirs de profiter du système. Si c'est un blanc qui le dit, au début il ne va pas être cru, mais à force de le dire, à force d'être nombreux à le dire, on remet les choses simplement dans leur perspective. Simplement dans leur perspective. Je crois qu'il y a vraiment un travail de cet ordre-là. Un travail où les noirs s'affranchissent d'eux-mêmes des cadres qui consistent à s'infra-humaniser et à infra-humaniser certains d'entre eux. Et l'autre, c'est-à-dire que moi, par rapport aux Blancs, je suis très à l'aise par rapport à ces questions-là, c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup de liberté. Et le Blanc par rapport au Noir, c'est-à-dire ne pas avoir peur de dire je n'ai pas, je ne peux pas. Or, la culpabilité historique, toutes ces choses que l'histoire a retenues contre nous et qui fait que
Si je ne dis pas oui, alors je suis un méchant blanc. Non, 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 non. Tu as le droit de dire non. Si tu es blanc, tu as le droit de dire non. D'ailleurs, c'est parce que tu as le droit de dire non que le jour où tu dis oui, c'est authentique, ça a du poids, ça a du sens, et ainsi de suite. Voilà, je n'ai pas, ce n'est pas une leçon, hein, mais c'est vraiment une perception des choses qu'il nous faut modifier. Il nous faut modifier le rapport à l'autre. Mais il nous faut modifier aussi le rapport à nous-mêmes. J'étais très étonné, mais en positif, hein, j'étais très émerveillé. J'ai écouté la femme maire démocrate de Atlanta qui disait la vraie question n'est pas le meurtre d'un noir par la police. La vraie question, il faudra que nous, les noirs, et c'est ça qui m'a intéressé, nous nous intéressions à cela, c'est-à-dire que mettons en place des protocoles qui nous sortent de la précarité financière, sanitaire, économique, alimentaire, la dépendance à l'alcool, au bar et toutes ces questions-là. Réfléchissons à notre rapport à l'éducation, à notre rapport à la culture, à notre rapport... Et quand je dis le rapport à la culture, tout de suite on dit, voilà, tu es en train d'imiter des modèles. Attendez, l'époque Sédar Senghor, c'est un Africain dont je suis très très fier. Cheikh Anta Diop est un Africain dont je suis très fier. Pourquoi est-ce que la question culturelle me rapporterait tout de suite à des modèles qui sont des modèles blancs? Non. Quand je te parle de Sédar Senghor dit quelque chose de très important, que la culture est avant le socio-économique et la culture est après. Elle est avant et après. Donc ça veut dire que la perception culturelle, elle est essentielle. Il est important pour nous, comme Noirs, de nous interroger très sincèrement. On voit toutes les questions que cela nous a posées dans l'après-Covid. Quand on doit être moins de 50 dans une salle de classe, où sont passés les financements des écoles? Où sont passées les mesures sanitaires? Où est passée l'eau dans les écoles? Il est fondamental de se poser ces questions-là. À force de dire que l'homme noir ne meurt pas de saleté, un beau matin, on arrive, on dit ah, il faut des seaux pour se laver les mains. Mais vous comprenez que l'inconscient collectif a encore, pendant des siècles, l'homme noir ne meurt pas de saleté. Et pourtant, l'homme noir en meurt, croyez-moi. L'homme noir en meurt. L'homme noir en meurt. Donc, modifions, et c'est vraiment, cette réflexion-là me semble importante. Il nous faut nous installer dans la civilisation. En sachant que la civilisation, c'est mon point de départ. Je suis noir. Par contre, quand j'intègre le niveau de civilisation, ce n'est plus une affaire noire, c'est une affaire universelle. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'habiter cette dimension-là. Quand j'entre dans la dimension civilisationnelle, je dépasse la limitation du noir, du blanc. Tout ce qui est dans le champ de la civilisation dépasse le point d'origine, qui est le point. On part forcément de quelque chose. La voiture japonaise est japonaise. Elle devient civilisation. Moi, j'ai une voiture japonaise. Mais je ne suis pas japonais pour autant. Parce que c'est devenu un bien de la civilisation. Et c'est ça qu'il nous faut présenter. Il nous faut entrer dans la civilisation. Entrer dans la civilisation. Voilà. Quelques réflexions. Comme ça, à bâton rompu. Ce n'est pas très élaboré, mais je voulais partager ce sentiment, cette nausée existentielle devant les images que nous avons eues en boucle ces jours-ci autour de la mort de George Floyd. Voilà, que cette humanité grandisse en toi, qu'elle grandisse en moi, que cette civilisation nous donne de réfléchir aux nouvelles idées dans ce monde de l'après-Covid. Voilà, que la gloire de l'Éternel nous accompagne et que Dieu vous bénisse. Amen.